Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire thématique organisé par Nathan Technique et qui est consacré à la problématique suivante: comment impliquer les élèves de lycée professionnel en classe à travers le développement des compétences psychosociales en mathématiques et en physique-chimie. Je me présente, je suis Élodie Lecoquer, éditrice au sein du département Nathan Technique. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Jessica Estevez-Brienne, qui est l'une des codirectrices des ouvrages de la collection Spirale. Elle est enseignante en maths et physique-chimie à l'école hôtelière de Biarritz et elle est également formatrice. Bonjour Jessica. Bonjour à tous et merci d'avoir patienté le début de ce webinaire. Donc en attendant que tous les participants nous rejoignent, parce que peut-être qu'on est encore en attente de personnes, je vais vous donner quelques informations pratiques. Donc, tout d'abord sur le déroulement de ce webinaire qui est d'une durée d'environ d'1 heure et qui va se décomposer en 2 parties. Une présentation menée par Jessica qui sera suivie d'une phase d'échange pendant laquelle vous pourrez poser vos questions. Et si nous n'avons pas le temps d'y répondre en direct durant le webinaire, une réponse vous sera apportée en différé par mail. Par ailleurs, votre écran est divisé en 2 parties, une partie avec des webcams et une partie avec l'affichage d'un diaporama. Vous avez la possibilité d'agrandir, de réduire ou de déplacer chaque élément à votre guise afin d'améliorer votre confort de visionnage. Vos caméras et micros sont coupés, mais vous pouvez poser toutes vos questions via l'interface grise de la plateforme. En cliquant sur la flèche rouge orangée, vous aurez accès à un menu complémentaire avec différents onglets gris. En cliquant sur l'onglet Questions chat, vous aurez accès à un champ de saisie permettant de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Enfin, ce webinaire est enregistré. Il sera donc disponible dès demain en replay. Un mail vous sera envoyé avec un lien pour y accéder. Vous pourrez également le retrouver sur la chaîne YouTube Nathan Technique. Avant de démarrer la présentation, je vous rappelle la thématique abordée aujourd'hui. Comment impliquer en classe les élèves de lycée professionnel à travers le développement des compétences psychosociales en mathématiques et en physique-chimie. Donc, je vais à présent laisser la parole à Jessica et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'équipe qui a participé à l'écriture donc de ces ouvrages. Donc par rapport à l'ouvrage de CAP Maths Sciences bivalent. Donc mes co-directrices, il y a Isabelle Delaunay qui est professeure de lycée professionnel à Montpensier à Pau et Bertie Welkel qui est professeur de lycée professionnel à Philadelphie de Gerd. Et ensuite, je tiens à remercier aussi l'ensemble de l'équipe d'auteurs qui avait déjà participé à la première édition de livre de CAP qui était uniquement consacré aux maths ou à la physique. Donc, voici donc les nouveautés. Peut-être que c'est toi, Élodie, qui prend le relais sur ces nouveautés-là ou je continue? Tu peux continuer, mais après, je peux Alors, juste les introduire en disant que voilà, cette année sont parus 4 ouvrages, donc un cahier de maths et de physique-chimie CAP pour le groupement 1 et un autre pour le groupement 2. Donc, ce sont des ouvrages bivalents. Donc, la grande nouveauté que va nous expliquer Jessica par la suite. Et on a également les ouvrages des cahiers de maths première terminale Bac Pro, donc groupement A et B et groupement C, qui complètent la collection des cahiers de maths de la collection Spirale. Voilà. donc, du coup, en fait, ça y est, j'ai compris où c'est que j'étais sur la première. En fait, c'était le plan de la visio. Donc, en fait, il y a bien une première partie sur la présentation avec l'équipe et les ouvrages. Et donc, ensuite, je vais faire le lien avec les référentiels, c'est-à-dire, en fait, les textes officiels d'EduScol pour les programmes et aussi, en fait, pourquoi j'ai choisi cette problématique au niveau du développement des compétences psychosociales. En fait, c'est suite aux consignes et surtout suite le début d'une demande en fait sur le développement des compétences comportementales, en particulier pour les élèves de lycée professionnel. Donc ça aussi, on retrouve un texte sur EduScol que je vais vous présenter. Ensuite, brièvement, je vais vous expliquer ce que sont les compétences psychosociales, hein, parce qu'au départ, ça vient du domaine médical. C'est l'OMS qui avait fait
une étude et se s'était rendu compte qu'en développant ces compétences psychosociales au niveau du médical, ça a aidé au niveau du comportement sur les addictions. Et petit à petit, elles se sont entrées dans l'éducation et dans l'école. Et bon, ils se sont rendus compte aussi que ça a aidé au niveau de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle et de beaucoup de choses en fait par rapport à aider nos élèves à être de futurs citoyens et de futurs professionnels. Donc, on verra plus amplement ce que sont donc ces compétences psychosociales. Ensuite, je ferai donc le lien avec ce qui est mis en place dans les ouvrages, en fait, pour développer ces compétences psychosociales, avec un petit focus sur les escape games qui ont été créés par Amane Barax, qui fera sa présentation elle-même. Et enfin, on finira donc par un échange sur des questions. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai présenté donc les ouvrages, ensuite donc aux référentiels. Donc les référentiels, donc vous avez donc les programmes en vigueur, donc pour le CAP, parce que donc aujourd'hui on va en parler principalement et uniquement des ouvrages de CAP qui sont donc bivalents, donc mathématiques et physique-chimie. Et donc, nous avons fait un choix de créer des livres où il va y avoir en fait une succession d'activités qui va permettre de travailler les deux disciplines dans une même séance. Donc, en mathématiques, en CAP, ce sont les BO de 2019 pour le bac pro, vous savez que ce sont ceux de 2020. Et en physique-chimie, c'est la même chose, en 2019 pour le CAP. Et donc, le texte dont je faisais référence tout à l'heure par rapport aux compétences psychosociales, en fait, c'est ce qu'on peut retrouver sur Eduscol. C'est la note de service du 29 mars 2023 où il y a les orientations sur le déploiement de dispositifs expérimentaux de formation à l'acquisition et à l'évaluation de compétences socio-comportementales dans l'enseignement et la formation professionnelle. Voilà, donc ils orientent encore plus les compétences psychosociales, puisque les compétences psychosociales, quand même, c'est un ensemble qui regroupe, donc nous verrons 3 catégories. Là, on est plus sur les compétences socio-comportementales par rapport à une intégration professionnelle. Donc, voici ces compétences psychosociales. Elles sont classées donc en 3 catégories qui vont être cognitives, émotionnelles et sociales. Parmi les cognitives, on va retrouver des compétences générales qui sont avoir conscience de soi, capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives. Dans l'émotionnel, on va avoir conscience de ses émotions et de son stress. Gros stress aujourd'hui pour moi, je me rends compte par rapport à la fluidité de ma parole, je m'en excuse. Réguler ses émotions, gérer son stress. Enfin, social, communiquer de façon constructive, développer des relations constructives et enfin, résoudre des difficultés. Parmi donc ces 3 grandes catégories et ces compétences générales, on va avoir 21 compétences spécifiques qui vont être par exemple la connaissance de soi, savoir penser de façon critique, donc ça c'est des choses qu'on peut retrouver déjà dans notre pratique, capacité d'auto-évaluation positive, ça aussi, donc c'est pour ça que je ferai le lien ensuite par rapport aux activités qui sont propices au développement de ces capacités ou de ces compétences. Capacité d'attention à soi ou en pleine conscience, capacité de maîtrise de soi, par exemple capacité à atteindre ses buts, ou sinon on va avoir aussi dans capacité à résoudre des problèmes de façon créative. Donc ça, ce sont des choses que l'on sollicite chez nos élèves. Dans la capacité sociale, il va y avoir la capacité d'écoute, de communication efficace, développer des liens sociaux, etc., que l'on retrouvera aussi dans les modalités d'apprentissage. Et il y a en fait une 10e compétence générale qui n'est pas notée là parce qu'en fait, elle est transversale dans les 3, c'est-à-dire que c'est avoir une pensée créative. Donc, en fait, forcément, avoir une pensée créative, elle va être autant dans les compétences psychosociales cognitives qu'émotionnelles ou sociales. Donc, maintenant, je vais présenter notre nouvel ouvrage. Donc, le livre de CAP, en fait, qui est bivalent.
est construit sous forme de thématique. Donc, ceux qui connaissent déjà les ouvrages de troisième prépa métier, en fait, en mathématiques et en sciences physiques, on avait déjà proposé en fait une entrée par thématique où finalement, ça permet de faire une progression spiralaire puisqu'on revient petit à petit dans l'année sur certaines notions et on avance progressivement sur chacune des notions. Donc là, ce qu'il va y avoir en plus, c'est que du coup, il va y avoir 10 thématiques qui vont pouvoir englober les 2 années de formation et ensuite il va y avoir donc cette préparation à l'examen et la possibilité aussi de travailler suivant les différentes modalités. Étant donné que nous avons 2 problématiques principales qui vont être que l'on a 1h30 uniquement de maths sciences et pas de découpage. Alors bon, si on a du découpage et que ce sont 2 enseignants différents, eh bien, les anciens ouvrages correspondent très bien aux besoins. Mais par contre, pour un enseignant qui doit faire les 2 matières en 1h30, eh bien, le nouvel ouvrage correspond mieux à son besoin. Donc, en fait, on est donc sur 10 thèmes bivalents. Ensuite, on va retrouver une structure où il va y avoir, donc, je reprends, première partie, tout le livret pour réussir le CAP, où on va retrouver donc les méthodes de travail et les outils pour apprendre. Ensuite, il y a les 10 thématiques qui pourront être utilisées de façon indépendante, mais qui permettent donc d'être travaillées sur les 2 années. Enfin, pour faciliter les révisions, on a regroupé toutes les synthèses. Donc, l'essentiel qu'il faut retenir va être mis après les thèmes où on va rassembler l'ensemble des connaissances à retenir, une partie mathématique, une partie en sciences. Ensuite, il y aura les exercices qui, eux aussi, sont autonomes par rapport aux thèmes bivalents pour aussi encore continuer à permettre cette flexibilité au niveau de la co-intervention, par exemple, où on va avoir besoin de travailler en particulier certaines notions plus que d'autres, donc pouvoir aller plus précisément piocher ce que l'on veut dans cette banque d'exercices que je vais préciser ensuite dans mon diaporama. Ensuite, il y a la partie escape game qui permet donc de réviser, de se préparer sur les CCF, pour les CCF parce que en fait, ils vont solliciter un certain nombre de connaissances autant dans les domaines de mathématiques et de physique. Et en plus, c'est une façon ludique, donc je mettrai en contact avec Amani. Et ensuite, donc, il y a des exemples de CCF, les corrigés de certaines parties, c'est-à-dire dans les exercices, les connaissances, les positionnements en début de thème. Et enfin, on propose un certain nombre de questions flash qui peuvent être découpées et utilisées tout au long de l'année. Donc, en fait, maintenant, je vais entrer un petit peu plus sur le contenu et faire le lien qu'il y a donc avec le développement des compétences psychosociales. Donc, dans la partie de mon livret pour réussir en CAP, on est donc sur les méthodes d'apprendre à apprendre. Et donc, en fait, on a fait évoluer cette partie-là pour qu'il y ait une appropriation des élèves. C'est-à-dire que dans les anciens ouvrages, vous avez déjà toute une méthodologie et une description, un genre de guide pour pouvoir travailler et apprendre à apprendre. Là, cette fois-ci, on propose même des outils pratiques pour que l'élève puisse donc s'approprier ces outils-là. Donc, par exemple, pour pouvoir mieux se connaître et pouvoir développer aussi une meilleure estime de soi et penser de façon, et donc, pour mieux se connaître, surtout, c'est tout ce qui va être en lien avec la confiance en soi. Donc, je me suis trompée, je suis désolée de bafouiller. Je vais respirer et je vais reprendre. En rouge, il y a écrit compétences psychosociales émotionnelles. Donc, je suis bien sur la confiance en soi et non pas la connaissance de soi. Donc, désolée pour ce bafouillage. Et donc, dans la confiance en soi, on a bien les éléments qui sont proposés. Et pour cela, en fait, il faut essayer de déconstruire des petites phrases qui sont négatives et qui vont finalement freiner les apprentissages. On a beaucoup de croyances limitantes
et les élèves en portent un grand nombre. Et donc, du coup, d'essayer petit à petit, finalement, de mieux comprendre ces freins à son apprentissage, va permettre de passer au-dessus et donc de réussir à s'investir davantage. Parce que comme d'habitude, dans mes ouvrages, je prends appui sur les piliers de l'apprentissage et donc forcément, pour pouvoir solliciter le premier pilier qu'il faut demander d'être attentif à un élève, ça demande un effort. Et bon, pour pouvoir fournir cet effort, il faut que l'élève se sente capable. Et forcément, à partir du moment où il va se rebooster en se disant j'ai toutes les ressources en moi pour réussir et non pas j'ai toujours été nul, forcément, l'implication et déjà l'effort d'être attentif sera différent. Une fois que l'on aura ça, forcément, pour l'enseignant, ce sera plus facile de l'engager activement et ainsi de suite d'entrer dans un circuit propice à l'apprentissage. Et donc, pour cela, en fait, pour aider à déconstruire ces pensées négatives, on propose, vous le voyez en dessous, il y a écrit pour construire des affirmations positives personnalisées, vous pouvez vous aider du déroulé proposé par le lien suivant. Donc, en fait, dans l'ouvrage, on propose aussi plusieurs compléments qui permettent d'accompagner au niveau méthodologique les élèves et l'enseignant sur la mise en place de ces méthodes. Donc là, vous verrez comment construire ces affirmations positives. Et je l'ai fait avec les CAP et ça marche drôlement bien parce que ils en ont besoin et ça leur fait du bien d'être remotivés. Donc voilà au niveau des compétences émotionnelles. Au niveau des compétences cognitives, donc là, on est bien sur la connaissance de soi, savoir penser de façon critique, capacité d'auto-évaluation, capacité à atteindre des buts, capacité à résoudre des problèmes de façon créative. Et donc, là, dans les outils que l'on a proposés, c'est par exemple l'échelle de la réussite, forcément. En fait, forcément, toutes ces compétences sont liées les unes aux autres. Si un élève, par exemple, dans ses constructions d'affirmation, il était « j'y arriverai jamais », eh bien forcément, si sa phrase, ça devient étape par étape, je peux y arriver, eh bien l'outil de l'échelle de la réussite va lui permettre de mettre en œuvre l'affirmation positive qu'il a eue. C'est-à-dire, forcément, c'est plus facile de passer au-dessus d'un mur avec une échelle en montant barreau par barreau que de devoir sauter par-dessus le mur du premier coup. Et donc, en plus de mettre en évidence ses réussites en se disant, voilà, regarde, j'ai réussi quand même la première étape, et puis la deuxième, et puis la troisième, et se rapprocher de l'objectif, et forcément, ça va encore donner confiance en soi de ce côté-là. Autre chose importante, décidément. Autre chose importante, ça va être aussi sur la connaissance de soi, c'est les 8 appétences. Alors parfois, c'est aussi appelé intelligence d'Edward Gardner. Donc c'est issu des travaux de Edward Gardner. Et donc en fait, tout le monde a ces 8 appétences qui sont plus ou moins développées. Et donc, de mettre en évidence avec les élèves ses points forts et ses points faibles, ça met aussi une meilleure connaissance de soi et ça permet d'être beaucoup plus tolérant aussi avec soi, parce que les élèves sont très durs avec eux-mêmes, ils sont vraiment avec eux-mêmes ou avec les autres, parce que quand on leur demande de corriger les camarades, ils sont pas toujours ils sont plus durs que nous. Mais déjà, là, sur la connaissance de soi et de voir de quoi ils sont capables, c'est très important. Voilà, les élèves de CAP et de lycée professionnel en général ont vraiment besoin de cette reconstruction et de connaître finalement quels sont leurs points forts. Et enfin, on va en arriver sur forcément l'analyse des erreurs et de la mise en évidence des réussites. Ça, c'est très important, savoir de quoi je suis capable et sinon pourquoi j'ai fait une erreur, puisque une erreur, c'est une source d'apprentissage. Donc, du coup, de savoir comment y remédier, c'est important. Puisqu'en fait, faire des erreurs, c'est pas grave, mais ce qui serait important, c'est de ne plus les refaire et de comprendre pourquoi on est arrivé là. Donc, pour cela, on a proposé une méthode. Donc, il y a un petit questionnement qui peut guider l'élève pour essayer de trouver la remédiation qui convient. Voilà.
Et donc, vous pourrez retrouver à la fin du livre un carnet de bord sur lequel il va pouvoir répertorier l'ensemble des erreurs. Alors, quand ce sont des erreurs qui sont courantes, moi, certains élèves, c'est souvent, ils oublient les unités, ils se précipitent, etc., etc. Et donc, à chaque fois, ils se mettent un petit conseil. Et donc, moi, je les autorise à avoir leur carnet de bord quand ils font des évaluations. Forcément, quand elles ne sont pas certificatives, mais en évaluation, parce que comme ça, quand je leur dis, vous faites une relecture avant de me rendre votre copie, et ils vérifient si les erreurs qu'il a l'habitude de commettre, est-ce qu'il l'a fait ou pas. Et ça, en fait, c'est pour mettre en place petit à petit un principe d'inhibition de l'erreur, c'est-à-dire qu'à force, comme il a des alertes qui vont se mettre en place puisqu'il sait qu'à chaque fois, il oublie les unités, il va voir, ah, attention, j'ai des unités, attention, je n'oublie pas de la mettre, ou voilà, ou s'il fait des confusions, voilà, d'avoir ce repère sur les erreurs classiques de l'élève, puisqu'elles sont personnelles, hein, chaque élève aura les erreurs courantes qu'il fait, ça va permettre de mettre en place ce système d'inhibition avec ce stop. Là, je sais que je risque de faire une erreur, alors comment je m'y prends? Voilà, donc ça permet aussi de mettre en place une capacité de auto-évaluation positive. Ensuite, on va retrouver toutes les méthodes pour mémoriser, pour travailler en autonomie, pour toujours en fait être en capacité, donc auto-évaluation, capacité de résoudre des problèmes, etc., etc. Donc en fait, on va avoir consolider les acquis. Donc pour consolider les acquis, forcément, il va falloir petit à petit reprendre le cours de certaines façons, donc mieux se connaître, parce que forcément, travailler la mémoire, les outils qui existent, ils sont variés et ne sont pas adaptés à tous. Donc, certains mémoriseront mieux en formulant des évocations. D'autres, ça va être de réviser, s'auto-évaluer. D'autres, ça va être de lister des mots pour les retenir, de reformuler, de mettre de faire des regroupements. D'autres, ça va être de faire des schémas, de façon différente. Bon, voilà, de faire des liens, des regroupements, des associations. Donc, ça aussi, ça permet de mieux se connaître et de comprendre un petit peu comment fonctionne sa mémoire pour finalement être plus efficace. Parce que parfois, ils font des efforts et ils ne voient pas les résultats parce qu'ils se disent « mais madame, moi j'avais travaillé et là, on est en cours et je ne comprends toujours pas ». Et je leur dis donc attention, c'est parce que entre les deux, tu n'as pas pris le temps de revoir et donc on a la courbe de l'oubli. Et donc si tu ne veux pas avoir à remettre autant d'efforts, tu trouves ta méthode de mémorisation, tu révises entre les deux fois et tu verras que l'effort sera moins important. Et petit à petit, alors je ne vous dis pas qu'en septembre j'y arrive, hein, mais au mois de janvier, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc ce sont des petites choses, certains adhèrent, d'autres moins, forcément, hein. Je n'ai pas l'unanimité non plus, mais généralement, tout le monde y trouve son compte. Et enfin, il va y avoir aussi donc tout ce qui va être travailler les automatismes en mathématiques. Donc, vous allez voir, hein, dans l'ouvrage, il y a un grand nombre de fiches qui permettent de travailler les automatismes et donc du coup d'avoir une remédiation personnalisée pour les élèves et donc en fait forcément d'adapter, de s'auto-évaluer et donc de cibler suivant son besoin par rapport, voilà, c'est important que l'élève sache, moi je sais faire ça, j'ai besoin de ça, et pour pouvoir évoluer, parce qu'en fait, ce sont des compétences qui vont être demandées ensuite dans le travail, quoi, en fait. Quand ils auront inséré le milieu professionnel, ce seront des choses ce sont des qualités qui sont vraiment appréciées. Et enfin, pour les compétences psychosociales, il y aura en particulier le travail en groupe. Donc, dans le travail en groupe, forcément, ça va développer la capacité d'écoute, d'échange, savoir demander de l'aide à quelqu'un. Ça va être de pouvoir développer des liens sociaux, puisque maintenant, forcément, avec leur téléphone, ils ont l'impression d'avoir plein de liens sociaux, mais ils ont du mal avec les codes.
Donc, de savoir traduire le visage d'un camarade quand ils font un exercice pour pouvoir l'interpréter et savoir comment réagir, c'est important. Et donc, pour pouvoir les guider, de mettre des rôles, par exemple, ça permet aussi de cibler ce qui va être attendu et donc forcément de pouvoir travailler une compétence. Alors là, je parle par contre de nos compétences que nous, on doit évaluer lors de l'examen, c'est-à-dire s'approprier, analyser, raisonner, valider, j'ai oublié réaliser et communiquer. Et donc, forcément, dans la partie communiquer, eh bien, il va y avoir aussi de savoir travailler tout ça, avoir le bon vocabulaire et tout ça. Donc maintenant, je vais en arriver à la présentation des 10 thèmes. Donc les 10 thèmes, il y a donc le premier thème qui est déplacement professionnel, le deuxième c'est sur les travaux, troisième santé, on a à la montagne, le sport, la vie associative, l'agriculture, les locaux professionnels, la décoration de jardin et l'énergie électrique. Et donc en fait, dans ces 10 thèmes, il va y avoir des activités de physique, chimie et de mathématiques qui vont permettre d'introduire ou de revoir, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le programme de CAP qui ont été vues au collège. Voilà, mais comme nous avons des élèves qui sont issus de divers troisièmes, que ça peut être troisième SECPA, troisième prépa métier ou troisième général, afin d'harmoniser le niveau, eh bien, nous reprenons toutes ces notions, mais en général, le terrain n'est pas complètement vierge. Donc, nous proposons donc des situations problèmes qui vont permettre le travail en groupe, des activités donc, et des activités. Donc, ça va permettre d'avoir la possibilité donc de faire travailler les élèves autant de façon individuelle, en binôme ou en groupe en fait. Et donc, le fait d'avoir choisi ces thématiques, ça permet aussi, quand on travaille par la pédagogie de projet, d'avoir des ressources sur une thématique. Donc, ça peut être sur l'agriculture, sur la santé, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça permet finalement, si on a besoin d'alimenter un projet, d'avoir des ressources. Mais ça peut être aussi pour pouvoir motiver les élèves, parce qu'il va y avoir du lien. Et c'est moins effrayant pour les élèves de rentrer par une thématique en parlant, on va parler des déplacements professionnels, qu'aujourd'hui, c'est chapitre équation. Parce que là, déjà, ils ont déjà des boutons et ils ont un peu peur, quoi. Donc, forcément, quand on parle, je parlais tout à l'heure des piliers de l'apprentissage, dans l'engagement, pour eux, c'est plus simple. Et là encore, on casse ces croyances limitantes, puisque équation, ils ont peur, alors que dans le déplacement professionnel, ils savent très bien qu'ils vont en faire et que peut-être que leurs parents en font ou ils en ont et ils ont moins peur, en fait. Donc, par rapport à ça, c'est important. Enfin, on va avoir, donc par exemple, donc par rapport aux différentes modalités, j'avais présenté, donc ça c'est le type de situation problème qui vont permettre aussi donc de développer les compétences sociales, puisque là on va travailler en groupe avec une problématique où il va y avoir phase individuelle, travail en groupe, donc des échanges, une écoute. Donc là, forcément, on va développer ces compétences psychosociales. Hop. Ensuite, il y a aussi ce positionnement. Donc, ce positionnement qui se fait en début de chapitre. Alors, pas début de chapitre, pardon, en début de thème. Donc, le début de thème, lui, il permet de positionner sur les différentes notions du thème l'élève. Et ça permet donc forcément d'avoir une meilleure connaissance de soi avant de démarrer. Et ensuite, de faire évoluer son parcours d'apprentissage. Et ça, par rapport au parcours d'apprentissage, en fait, les activités ont en fin d'activité donc le lien vers la synthèse du « je retiens l'essentiel » et il va y avoir aussi un suivi d'acquisition des compétences.
Donc, pour faciliter l'écriture, on a mis C1 pour s'approprier, C2 pour analyser, raisonner, C3 pour réaliser, C4 pour valider et C5 pour communiquer. Et nous avons fait une proposition, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque situation, problème ou activité, un système permet de se positionner en choisissant un code couleur. Parce que vous verrez que ce code couleur pourra ensuite être réutilisé au moment où on va préparer au CCF et ça permettra d'avoir un repère. Par exemple, eh bien, si je suis dans le rouge, c'est que c'est non acquis. Si je suis dans le bleu, eh bien, c'est que c'est en cours d'acquisition. Et donc, lors du CCF, je peux avoir deux types de niveaux d'acquisition, hein, le 1 et le 2. 1, par exemple, pour une réponse partiellement correcte avec une aide, et 2 pour une réponse partiellement correcte mais sans aide. Et enfin, on aura par exemple le vert pour acquis qui correspondrait au niveau 3 sur la grille d'évaluation que je vous présenterai lors des CCF, qui là par contre c'est une réponse correcte sans aide. Donc ce sont des propositions que vous pouvez utiliser ou adapter à votre pratique. Mais là encore, ça permet à l'élève de s'approprier sa formation et de s'adapter et de voir son évolution et donc forcément de prendre confiance en lui, donc compétences psychosociales émotionnelles et de mieux se connaître pour le cognitif. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc on avait donc la méthodologie, les 10 thèmes et enfin la trace écrite, c'est-à-dire l'essentiel, ce que l'on veut qu'on retienne comme connaissance. Donc, comme dans les autres ouvrages, le Je retiens l'essentiel est décliné en 3 formats. Un libre pour pouvoir permettre une formulation par les élèves ou la formulation de l'enseignant. Il y a toujours une proposition, par contre, qui va être faite pour les élèves à besoins particuliers avec un format à télécharger qui est partiellement complété et pour des élèves qui, eux, ont besoin carrément de la version complète, vous avez aussi un format qui est téléchargeable complet. Voilà. Ensuite, il y a aussi pour chacun des chapitres une partie exercice résolu qui reprend généralement une méthode et qui fait un lien avec un exercice d'application. Donc là encore, dans le livre du professeur, vous retrouverez une fiche qui accompagne finalement, qui donne le lien, c'est-à-dire de l'exercice résolu. Si l'élève il est sur l'essentiel et qu'il veut travailler sur l'exercice résolu, il aura le renvoi vers l'exercice. Par contre, si l'enseignant demande à l'élève de faire l'exercice, peut-être parce qu'il est en co-intervention et tout ça, et voit l'élève en difficulté, eh bien, pour permettre à l'élève d'être plus autonome avant que l'enseignant l'accompagne, eh bien, il peut lui dire, bon, mais regarde, tu vas à telle page du livre, tu vas pouvoir regarder l'exercice résolu, essaie de prendre exemple, et ensuite, tu me rappelles si tu as besoin. Voilà, donc ça permet petit à petit aussi de donner de l'autonomie aux élèves et aussi d'avoir des exercices de référence lors des révisions. Pour la partie exercice, on va retrouver, comme dans les anciens ouvrages, une progressivité dans la difficulté et dans le type d'exercice qui est demandé. Donc, il y a une première partie qui est sur les connaissances, une deuxième qui va être sur l'acquisition de capacités et la troisième qui sera sur un développement de compétences qui sont nos compétences de notre grille nationale d'évaluation. Voilà. À la fin de chacune des pages d'exercice, on va faire une proposition à l'élève pour qu'il complète son carnet de bord. J'apprends de mes erreurs pour progresser afin qu'il puisse se donner un conseil pour pouvoir s'améliorer la fois prochaine et aussi mettre en avant les réussites du jour. Parce que ça fait du bien aussi de se dire ah ouais, j'ai réussi ça, voilà. Et donc ça, c'est-à-dire les réussites et les erreurs commises vont permettre aussi de mettre en place un plan de travail personnalisé. Donc là, au niveau de la méthodologie, on propose une possibilité de choisir un certain nombre d'exercices qui sont, il me semble,
Alors là, en fait, c'est l'enseignant qui propose des exercices et on peut dire, par exemple, tu vas essayer d'atteindre le niveau 1, qui est « je gagne en confiance », où là, l'objectif est de faire un maximum d'exercices de la catégorie « j'acquiers des capacités » et au minimum, un exercice dont je développe des compétences. Dans le niveau 2, c'est « je suis à l'aise » et donc là, on va demander à l'élève des exercices que l'enseignant aura ciblés lui-même en fonction des besoins et au minimum 2 exercices dont je développe des compétences. Alors que quand on sera au niveau 3, dont je maîtrise le domaine sur lequel on est en train de travailler. Lui, par contre, dans j'acquiers des capacités, l'enseignant va cibler l'exercice indispensable pour savoir si l'élève est vraiment prêt. Et ensuite, il travaillera de façon autonome sur 3 exercices de la catégorie « je développe des compétences ». Ce sont encore des possibilités. Voilà. Pour essayer de faire gagner les élèves en autonomie et là encore, d'essayer de mieux se connaître. C'est-à-dire, est-ce que je me sens capable, pas capable, quels sont mes besoins, d'essayer d'adapter. Voilà. Donc, le plan de travail peut être proposé par l'élève ou par l'enseignant. Si c'est par l'élève, eh bien, il faut qu'il arrive à s'auto-évaluer de façon le plus proche possible de la réalité. Toujours dans les exercices, pour faciliter la remédiation, il y a en fait les corrigés à la fin des exercices et aussi du coup le fait de répertorier ces erreurs va permettre de cibler les automatismes qui vont être les mieux adaptés. Et donc forcément le fait d'avoir identifié l'automatisme qui est sollicité dans l'exercice va permettre de rediriger l'élève vers les automatismes qu'il doit travailler pour se remettre à niveau. Donc là, par exemple, c'était sur l'image et l'antécédent. Eh bien, du coup, forcément, il va repartir sur les automatismes, sur les fonctions avec l'image d'une fonction, l'image, pardon, d'un point par une fonction, etc., etc. Et donc, nous arrivons à la partie que je trouve exceptionnelle dans nos livres. Et du coup, malheureusement, Amani ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Elle a été sollicitée, comme peut-être certains qui vont revoir la vidéo en différé, en replay. On est en période d'examen, donc forcément, on peut être sollicité pour des surveillances. Donc, étant donné qu'elle ne peut pas être présente, elle nous a fait une petite vidéo très rapidement. Donc, on excusera les petites coquilles qui peuvent être présentes dans la vidéo. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver dans la précipitation. Mais quand on doit être sur le terrain, eh bien, vous savez ce que c'est. Hein. On est là, on est obligé. Hein. On nous dit, faut que tu sois là pour tel… en ce moment, c'est les BTS. Donc, voilà. Donc, pour les escape games pédagogiques, il y en a 2 dans le livre qui permettent finalement de se préparer au CCF. Donc, on va lancer la petite vidéo. Alors, je vais essayer sans faire de bêtises. Ce serait cool. Donc, je sollicite votre compréhension. Alors, je vais enlever ça. Ensuite, est-ce que vous voyez la vidéo? Elodie, j'ai vraiment besoin de savoir ce que je projette là. Vous voyez quelque chose? Tu vois la vidéo? Il n'y a pas, c'est figé, mais je vois l'image d'Amani, juste une capture d'écran. Est-ce que j'ai besoin d'agrandir l'image d'Amani? Ou vous l'avez en plein écran? C'est juste capture d'écran, donc je pense. Non, mais c'est normal, j'ai pas lancé la vidéo. Ah d'accord. Non, vas-y, lance.
Bonjour à tous, je suis Amani Akiki-Barax, je suis enseignante en maths sciences en lycée professionnel et également formatrice académique pour la ludification des apprentissages et j'ai réalisé pour les éditions Nathan 2 escape games pédagogiques que je vais vous présenter maintenant. Un Je escape crois game, qu'il y a c'est peut-être un un jeu petit souci d'évasion dans technique lequel un puisque... groupe de joueurs est enfermé dans Ah, une... voilà. pièce. Le but du jeu est d'y sortir dans un temps limité, maximum 1 heure. Pour cela, les participants vont devoir trouver des indices, résoudre des énigmes et collaborer tous ensemble. Dans le cas d'un escape game pédagogique, on met en situation d'apprentissage les élèves. Ils combinent à la fois les caractéristiques ludiques d'un jeu et les objectifs pédagogiques à atteindre par les apprenants. Donc, la situation déclenchante et les énigmes sont au service du cours. Dans les escape games pédagogiques proposés dans le livre Nathan, les situations ont été pensées de manière à donner du sens aux apprentissages, de motiver et d'engager les élèves. Un escape game pédagogique fait appel au ressort de la pédagogie active, rendre acteurs les élèves dans leur apprentissage. Il privilégie une situation authentique de recherche et d'investigation. Les élèves vont devoir comprendre, analyser et maîtriser les ressources qui sont à leur disposition afin d'atteindre le ou les objectifs attendus par l'enseignant. L'activité se déroule en 2 temps, le temps du jeu et le débriefing. En début de séance, le maître du jeu, c'est-à-dire l'enseignant, annonce aux élèves qu'ils vont tester leurs connaissances sur le ou les chapitres vus en cours, à travers un escape game pédagogique. L'enseignant conserve une place importante au cours de la séance. Il va pouvoir guider les élèves tout au long de l'escape game et aider ceux qui rencontrent des difficultés. Pour cela, des documents sont mis à disposition de l'enseignant, comme une correction détaillée en vidéo et les solutions des énigmes sous forme de documents Geniali. En fin de séance, le maître du jeu veillera à garder un temps pour débriefer avec l'ensemble des élèves. C'est un moment crucial de la séance. Il permet à l'enseignant de s'assurer que les objectifs pédagogiques sont atteints, d'avoir un retour d'expérience des élèves, de faire le lien entre le jeu et les notions travaillées, et de mettre en valeur les succès et les compétences des élèves. Intéressons-nous à présent aux 2 escape games proposés dans les livres Nathan. Il s'agit donc de 2 escape games sous format numérique qui permet une immersion complète dans le jeu. Les élèves progressent en autonomie sous la surveillance de l'enseignant et doivent faire appel aux notions abordées en classe pour progresser. Dans le premier escape game, enfermé dans la maison connectée, voici la situation déclenchante. L'élève vient d'emménager avec sa famille dans une nouvelle maison, qui a la particularité d'être commandée à distance. Toutes les fenêtres et les portes qui donnent vers l'extérieur, ainsi que tout le système électronique sont gérés via une application sur téléphone, que l'on trouve juste ici. Hélas, après 3 erreurs de code, le système qui contrôle la maison a été verrouillé. Pour le déverrouiller, l'élève va devoir fouiller les lieux à la recherche du code de réinitialisation. Pour cela, il aura 45 minutes et il va devoir évoluer dans les différentes pièces de la maison. Voici quelques exemples de pièces et d'énigmes que l'on peut rencontrer, par exemple dans la cuisine ou encore dans le bureau. Toutes les notions travaillées dans cet escape game sont à la fois des notions de mathématiques mais également de sciences. Dans le deuxième escape game pédagogique, une nouvelle situation déclenchante vous est proposée. C'est vendredi soir, les élèves vont pouvoir aller se défouler au concert du siècle de leur groupe préféré. Le souci est que les billets sont restés dans le casier de leur meilleur ami. Bien évidemment, ils ne se souviennent plus du code du cadenas, mais leur ami a assuré ses arrières et leur a laissé des indices pour retrouver le code de son casier. Pour pouvoir y avoir accès, elle a laissé dans différents endroits du lycée des indices et des énigmes pour pouvoir retrouver la combinaison du cadenas directionnel de son casier. Les élèves vont devoir donc fouiller dans leur sac, aller dans les différents lieux du lycée pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Ils vont ainsi pouvoir travailler les mathématiques et les sciences, comme par exemple, ils vont pouvoir faire une identification des ions virtuellement, fouiller les lieux, finir des exercices qu'ils auraient dû réaliser en cours, ou encore
récupérer du matériel dispersé un peu partout dans l'établissement afin de retrouver ce fameux code et ainsi aller au concert du siècle. Comme vous avez pu le remarquer, les scénarios proposés ont été imaginés afin de permettre aux élèves de se projeter, de passer à l'action, de donner envie de découvrir de nouvelles choses et de ne pas savoir ce qui va se produire par la suite, car bien évidemment, il y a quelques surprises. J'ai adoré réaliser ces 2 escape games pour les éditions Nathan et j'espère que vous aurez autant de plaisir à les tester avec vos élèves. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai réussi à remettre le diaporama? Oui, Oui, vous l'avez? tu peux le relancer en mode diaporama, mais on voit la fenêtre. Ok, j'essaye. Ça y est, c'est bon. Hop, c'est bon là toujours? Oui, c'est bon, nous sommes passés au CCF. Parfait. Donc, une fois qu'on s'est bien préparé grâce aux escape games sur lesquels on s'est bien amusé, eh ben, en fait, on va pouvoir tester nos connaissances sur des sujets type examen. Donc, avec une situation issue soit de la vie courante, soit du monde professionnel, où il va y avoir une problématique sur laquelle les élèves vont devoir s'approprier, analyser, raisonner, réaliser, valider et communiquer. Donc, on va bien retrouver toutes les compétences de la grille d'évaluation. Et ensuite, on va pouvoir positionner l'élève sur ses niveaux d'acquisition. Et là, on retrouve en fait le code couleur qui avait été proposé dans le suivi d'acquisition des compétences lors de la formation et du travail sur les activités dans les thématiques. La grille d'évaluation, en fait, on va avoir aussi le lien avec les questions, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, s'approprier, rechercher, extraire et organiser l'information, eh bien, ça concerne les questions 1, 2 et 3. Vous pouvez aussi rajouter la réponse, parce qu'en ayant le livre du professeur sur les questions, vous savez exactement quelle va être l'attente de l'élève, qu'est-ce que vous attendez en fait de l'élève. Et donc, du coup, mettre en place s'il y a besoin de coups de pouce ou de l'aide associée pour pouvoir faire le niveau 1 dans le niveau des capacités ou le niveau 2. Voilà au niveau des CCF. Donc, il y a des CCF en mathématiques qui sont proposés comme en sciences, sachant que soit la grille est déjà dans l'ouvrage, soit en fait, elle peut être téléchargée pour être utilisée après. Au niveau des corrigés qui sont proposés, en fait, on va retrouver après les CCF les corrections donc de la partie je me positionne, qui est juste après l'ouverture du thème, qui permet donc à l'élève de savoir où il en est par rapport à ses prérequis. Donc, ça sert d'évaluation diagnostique, en fait. On va avoir la correction des petits rituels pour aussi s'auto-évaluer. Donc là encore, le fait de mieux se connaître et de savoir où on en est tout au long de son apprentissage, sans le savoir, finalement, c'est des choses qu'on faisait avant et ça développe ses compétences psychosociales. Ensuite, il va y avoir sur la vérification des connaissances. Et enfin, il va y avoir dans le je m'entraîne, toujours un exercice dont la correction est proposée pour permettre une évaluation formative au cours de la formation et savoir se positionner ensuite en se disant bon mais voilà, maintenant j'ai acquis une certaine partie, je peux aller dans le je développe, je consolide, ou est-ce que j'ai besoin encore d'un exercice d'entraînement. Ça peut permettre aussi de rajuster au niveau du parcours, de savoir est-ce que dans les compétences, je vais aller dans 2 exercices ou 3 exercices, est-ce que je suis dans le niveau je maîtrise ou je suis à l'aise. Voilà, parce qu'en fait, on a proposé beaucoup d'outils de différenciation pour des élèves qui pourraient être en difficulté, mais il y a aussi de la différenciation pour des élèves qui pourraient avoir un rythme bien plus soutenu et qui ont besoin qu'on les alimente. Donc, cette prise d'autonomie les aide. Et enfin, on termine l'ouvrage avec donc des questions flash qui sont découpables. Ouais,
ou à découper, ce sera plus français. Donc, en fait, des questions flash qui ont question d'un côté, réponse de l'autre, et avec, là encore, une proposition de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, avec mes élèves, moi, je leur propose de prendre 2 enveloppes, une qui est notée j'apprends et l'autre qui est notée je retiens. Et en fait, petit à petit, ils piochent en fait des questions. Il y en a un certain nombre, elles sont assez limitées, donc ils reviennent assez régulièrement sur certaines questions. Et à partir du moment où ils ont réussi à faire tout juste 4 fois, eh bien, ils peuvent changer d'enveloppe. Et après, ils prennent 2 questions dans j'apprends, une question dans je retiens. Et s'ils se trompent dans je retiens, ça revient dans j'apprends, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui manipule facilement. Ça peut être quelque chose qui se fait pendant que on fait l'appel, ou que l'ordinateur s'allume, parce que dans certains établissements, je pense que c'est pas rare que l'ordinateur puisse mettre un peu de temps à s'allumer. Donc, d'avoir ces petites choses clés en main, ça aide à mettre au travail dès le départ, et donc d'avoir voilà, des petits rituels de mise au travail. Ces questions flash, bien sûr, viennent en complément des rituels qui sont proposés en début des thèmes sur les situations problèmes qui sont proposés, et sur les activités, pardon. Et dans les activités aussi, en fait, chaque situation problème et chaque activité démarre par une proposition de rituel. Donc, je crois que j'ai fait le tour par rapport au contenu de nos nouveaux ouvrages de CAP. Donc, Élodie, je vais te redonner la main au niveau de la présentation peut-être de la collection complète. Ben oui, et en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation de tout très très intéressante, et je pense qu'ils vont être assez utiles aux enseignants. Donc, tu nous as proposé de nombreux outils qui vont permettre de développer donc les compétences psychosociales des élèves et de conserver leur implication en classe. Et comme on l'a vu, on a fait un focus surtout sur les ouvrages de CAP, donc les cahiers de maths et de physique-chimie, donc les premiers cahiers bivalents qui sont parus cette année. Donc, d'ailleurs, tous les ouvrages sont parus, les spécimens sont disponibles, ils ont été livrés dans vos établissements, donc vous aurez la possibilité de les feuilleter, de vous les approprier, etc., de voir ce que ça donne. Pour les établissements et les régions tout numériques, les manuels les manuels existent également en version 100% numérique avec le e-manuel 2.0. Donc, c'est une solution numérique qui propose l'intégralité des contenus du livre imprimé en version numérique et interactive avec différentes fonctionnalités. Les élèves peuvent saisir leurs réponses. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez afficher les corrigés. Il y a un suivi de la classe avec des exports dans un classeur, des cours, des exercices, etc. Et vous pouvez retrouver donc toutes les informations utiles sur le e-manuel sur notre site nathan.fr. Donc, tous les ouvrages parus dans la collection Spirale donc, sont toujours disponibles. Nous n'en avons pas que ces nouveautés de cette année. Nous avons bien sûr toute la collection des cahiers de maths et de cahiers de physique-chimie pour les CAP, groupement 1 et groupement 2, mais aussi le réflexe avec les essentiels CAP qui regroupent toutes les synthèses et les méthodes et les exercices de vérification des connaissances sur le programme de mathématiques et de physique-chimie sur les 2 années de CAP. On a toute la collection Spirale des cahiers de maths depuis la seconde Bac Pro jusqu'à la terminale Bac Pro, avec les nouveautés, on l'a cité tout à l'heure, de cette année, qui sont un tome qui regroupe la première et la terminale Bac Pro pour les groupements A et B d'un côté et pour le groupement C de l'autre. Et nous avons également nos manuels de physique-chimie, toujours dans la collection Spirale, avec l'ouvrage de seconde Bac Pro et puis les ouvrages de première terminale avec les groupements qui complètent les groupements 1 à 6. Donc, on retrouve dans ces ouvrages toute la démarche pédagogique mise en place par Jessica et ses auteurs. Donc, peut-être que vous les connaissez déjà. En tout cas, n'hésitez pas à aller les feuilleter.
Donc, oui, d'automatisme. pardon? Et le livret d'automatisme. Et le livret, pardon, oui, c'est vrai. Le livret 2.0 de mathématiques, qui est un dispositif hybride où on va retrouver toutes les connaissances de CAP et de tout le cycle de Bac Pro, avec toutes les connaissances, les méthodes, des exemples pour réviser tous les domaines en mathématiques. Et il y a une partie numérique avec des exercices numériques pour vous entraîner, enfin pour que les élèves s'entraînent et puissent noter leur score. Il y a un vrai suivi de la progression de l'élève tout au long de sa formation. Pour qu'ils puissent se positionner sur les automatismes, notamment en mathématiques. Donc c'est un dispositif aussi, encore une innovation conçue par Jessica, accompagnée de ses En auteurs. fait, il répond vraiment à un besoin qu'on pourrait avoir après les évaluations diagnostiques, tant en seconde en seconde pro qu'en CAP. En fait, à l'entrée en seconde, en première année de CAP comme en seconde pro, en fait, on a les évaluations nationales, les évaluations diagnostiques qui permettent ensuite de mettre en place l'accompagnement personnalisé sur la consolidation. Et donc, en fait, ce livret permet finalement d'adapter par rapport aux résultats des évaluations et de cibler par rapport aux besoins de l'élève la remédiation. Donc, par rapport à ça, c'est important. Et là, en plus, on part dans un mouvement où on est sur de la réconciliation avec les maths. Et donc, je pense que ce livret aussi peut répondre à ce besoin-là de réconcilier les élèves avec les maths, puisqu'on est sur quelque chose de progressif, où l'élève peut personnaliser sa progression et forcément, finalement, il y a une petite dynamique sur des trophées, sur des voilà, il y a plein de petites choses qui sont faites pour toujours motiver les élèves, essayer de les engager et de revaloriser leur travail pour qu'ils aient envie d'avancer, quoi. Oui. Et puis finalement, on retrouve le développement des compétences psychosociales déjà dans ces ouvrages, bien avant qu'on en Oui, parle. et ça, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est seulement mettre en avant quelque chose que les enseignants font déjà. En fait, dans Oui, notre c'est ça. pratique, on le fait. Ça, on le fait tous les jours. C'est juste qu'on ne savait pas que c'était ça. Et là, donc, c'était vraiment de mettre en évidence à quel moment on peut le faire, parce qu'à partir du moment où on en est conscient, eh bien, on va cibler mieux le message, parce que, ben voilà, on a déjà l'habitude de le faire, ce message, mais maintenant, on connaît mieux, en fait, l'implication et les conséquences que ça peut avoir. Donc voilà, en tant que professeur, vous avez tous les outils à votre disposition déjà en tant qu'enseignant, et en plus, voilà, les ouvrages peuvent compléter tout ça et vous aider dans votre pratique. Et je voulais aussi ajouter que tous les ouvrages de la collection sont aussi accompagnés de nombreuses ressources numériques qui sont souvent soit en accès direct ou associées à des sites compagnons enseignants. Donc vous allez y retrouver toutes les ressources numériques de l'ouvrage, tous les corrigés, mais aussi des compléments pédagogiques, des compléments pour l'élève, etc. Donc il y a toute une sphère autour, avec beaucoup de ressources autour de ces ouvrages. Donc il y a beaucoup de contenu à disposition. Donc nous allons passer, donc, il est déjà 16 heures, mais nous allons passer, on va essayer de faire quelques questions, de répondre à quelques questions. Première question, savoir quelle était la place du chef-d'œuvre dans les ouvrages. Est-ce que c'est abordé? Alors, la place du chef-d'œuvre. En fait, c'est vrai qu'on peut être sollicité en tant que professeur de maths sciences dans la participation à la mise en place, la mise en œuvre du chef-d'œuvre, en fait, la construction du chef-d'œuvre des élèves. Et donc, en fait, ce que l'on propose, c'est au niveau de la partie méthodologique, en fait. On a mis une partie spécifique où on peut retrouver, donc c'est une page complète où il y a une partie sur la co-intervention et une partie sur le chef-d'œuvre
pour mettre en évidence finalement, donc pour le chef-d'œuvre, ça va être le titre du chef-d'œuvre, d'identifier les connaissances en mathématiques ou en physique qui pourront être utilisées lors du chef-d'œuvre pour en fait mieux cibler au niveau soit de la partie exercice, soit au niveau de la partie mise en place d'automatisme pour pouvoir répondre aux besoins du projet du chef-d'œuvre. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, il y avait une question sur la pédagogie de projet qui a été abordée lors des thèmes. Savoir si on pouvait un peu développer l'idée, repréciser cette idée d'association entre la pédagogie de projet et les thèmes bivalents. D'accord. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, au niveau de la co-intervention, on peut avoir des projets qui sont mis en place. Donc, par exemple, je ne sais pas, mais si c'est pour faire un jardin, eh bien, en fait, le fait de travailler sur la mise en place d'un jardin pédagogique, par exemple, eh bien, en ayant pris une thématique sur faut que je les reprenne sous les yeux parce que du coup, je les ai plus sous les yeux, les thématiques. Sur l'agriculture ou décoration de jardin, eh bien, en fait, l'enseignant aura des ressources pour pouvoir alimenter cette pédagogie. Donc, la pédagogie de projet, en général, on essaie quand même d'être plusieurs enseignants dessus, mais parfois, ça peut aussi fonctionner qu'avec un enseignant, hein, puisque on a proposé aussi cette pédagogie dans les ouvrages de troisième, en particulier dans celui de troisième de sciences, avec les défis que l'on proposait tout au long de la période. Alors, quand je parle de période, c'est de vacances à vacances. Hein. Donc, Oui, en fait, une réflexion sur la période avec une problématique donnée où on demandait à l'élève de réfléchir, de trouver, d'être créatif, de demander, voilà, il y avait des choses qui étaient proposées à faire à la maison pour inventer, etc. Et donc, le projet, c'était en fait, par exemple, de construire un petit véhicule qui est propulsé. Voilà, il y avait des petits défis qui étaient proposés là-dessus. Là, je ne propose pas de défis pour les CAP, mais par contre, l'entrée par thématique va permettre d'alimenter certains thèmes qui pourraient être choisis sur des projets qui peuvent être internes à l'établissement, à une classe, ou voilà, et faire intervenir un enseignant ou plusieurs enseignants. d'accord, merci beaucoup. Question un peu plus pratique. Quelle est la différence entre les groupements A, B et C et les groupements 1 à 6? Alors, en fait, les groupements A, B et C, en fait, c'est par rapport aux spécialités des élèves. Donc, en fait, généralement, AB, alors, on va être sur plutôt du type industriel. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que les groupements A, B et C, on est sur du bac pro. Attention. D'accord? Là, quand on parle du CAP, nous, on est sur le groupement 1 et le groupement 2. Par contre, pour des élèves qui vont demander une passerelle, par exemple, eh bien, on va avoir les élèves qui ont fait un CAP qui étaient dans le groupement 1, qui vont être sûrement orientés sur une première bac pro qui va être groupement A ou B, alors qu'un élève qui aura été dans le groupement 2, on est plutôt sur du calcul commercial, alors que groupement 1, on est sur la géométrie. Et donc, quelqu'un qui va venir du groupement C, groupement 2 de CAP sera sûrement orienté en première bac pro où ce sera du groupement C. Il faut faire attention parce que groupement A, B, C, ce n'est pas forcément avec ou sans physique-chimie. C'est vrai que tous les groupements AB auront de la physique-chimie, mais le groupement C, il y a certains qui sont groupement C qui peuvent avoir de la physique-chimie, même si c'est plutôt exceptionnel dans ce cas-là. La plupart des élèves qui sont en groupement C ne font pas de physique-chimie, mais il y a des exceptions, donc il faut faire attention et bien se référer au texte de référence. En physique-chimie, quand on parlait des groupements 1 à 6, là encore, c'est en fonction de la spécialité et c'est uniquement en bac pro. En bac pro, suivant la spécialité, à partir de la première, parce qu'en seconde, on a un programme qui est le même pour tout le monde. En seconde, que ce soit en maths ou en sciences, c'est le même. C'est juste que, suivant les groupements, il y en a qui ne vont pas faire de sciences. Par contre,
En première, on va avoir quelque chose de bien plus spécifique puisque suivant l'orientation professionnelle, il y aura des besoins différents et donc ils ont orienté le programme de sciences par rapport à ces besoins. En CAP, le programme de sciences, c'est le même pour tous. Donc là, les différences que l'on va avoir, c'est que dans le groupement 1, on aura de la géométrie, mais pas de calculs commerciaux. Dans le groupement 2, on aura les calculs commerciaux et pas de géométrie. Alors qu'en seconde, on fait des calculs commerciaux et de la géométrie en seconde pro. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et si c'est incomplet ou vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à renvoyer votre question. Je prendrai le temps d'y répondre ultérieurement. Merci, oui, pour toutes ces précisions. Effectivement, on peut s'y perdre. Mais oui, Alors, entre les CAP, les bacs pro, les groupements, ça peut être assez oui. compliqué. Alors, je pense qu'on va faire la dernière question pour cette session. Donc, dans vos ouvrages, avez-vous des exemples d'expérimentation ou d'exercices où les élèves doivent résoudre des exercices par tâtonnement, par modification de paramètres, par exemple les curseurs sur les logiciels de géométrie dynamique, programmation algo, pour que les élèves développent les compétences psychosociales par l'expérimentation? Tout à fait. Donc, forcément, il va y avoir ce genre de choses. Souvent, en général, ça va être quand on va utiliser Scratch. Il y a des exercices où c'est qu'on propose pour Scratch d'essayer de programmer ou comme ça. Donc, il va y avoir ce genre de choses, oui. Alors, sur le tâtonnement, on est un peu moins. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une situation problème, le fait de demander à l'élève, d'abord de façon individuelle, puis ensuite à travers le groupe de comment il ferait, qu'est-ce qu'il a compris de la question, etc., eh bien forcément, ça peut permettre cette mise en place. Après, sur de l'expérimentation, il faut que du coup, l'enseignant soit prêt à répondre à toutes les possibilités sur les propositions de l'élève. Et parfois, on est un peu limité dans notre laboratoire. Mais le fait que dans chaque situation problème, en fait, on a toujours défini une situation, ensuite une problématique, et on demande à l'élève comment il ferait. Et à partir de là, forcément, eh bien, ça sera à l'enseignant soit de dire eh tu passes à la page suivante parce que j'ai validé ton protocole et ça correspond à peu près à la suite des questions et donc du coup il va être guidé là-dessus, ou vous pouvez attendre en disant vas-y, réalise toi-même sur une feuille et qu'il puisse faire cette proposition. Là, c'est vrai qu'on n'a pas imprimé des pages complètement vides pour libérer l'expression de l'élève, mais ça peut être en complément sur un classeur ou sur un cahier vierge, ou voilà. Mais oui, ça permet tout à fait de faire cette proposition de tâtonnement, c'est-à-dire que quand soit individuellement, soit en groupe, ils ont proposé un protocole de résolution, rien n'empêche l'enseignant à ce qu'ils lui disent, eh bien, teste, essaye. Voilà. Après, c'est vrai que nous, ce qu'on a fait, c'est que dans les protocoles qui sont proposés, surtout en sciences, on a des petites vidéos pour accompagner. Donc, en fait, là encore, ça va permettre soit d'avoir un outil pour aider l'élève sur la manipulation, soit de récupérer les résultats d'une manipulation quand elle ne peut pas être faite. Oui, tout à fait. J'allais rebondir effectivement là-dessus où les résultats d'expérience sont téléchargeables aussi quand le matériel n'est pas à disposition dans les établissements Ou quand on manque de propose aussi des temps. tâtonnements pour pouvoir ensuite homogénéiser toutes les réponses. Voilà, tout à fait. Très bien. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, il y a une dernière question. Allez, on va essayer d'y répondre rapidement. Entre les rituels, les automatismes, les exercices et activités et la trace écrite, comment réaliser une séance type? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très personnel, en fait. Les séances type, ça va être compliqué, mais l'architecture, de toute façon, c'est à peu près toujours la même. C'est on fait entrer les élèves, moi je mets en place un rituel, donc soit d'automatisme, soit de mise au calme. Il
peut y avoir différentes façons de faire les choses. Et ensuite, il va y avoir une partie activité. Et donc ensuite, on va alterner parce que on sait très bien que l'attention elle est limitée et donc on va alterner entre les moments de recherche, les moments d'interaction et voilà. Donc quand ce sont des activités, eh bien il va y avoir plutôt les temps où il va y avoir une recherche individuelle, puis collective, et puis ensuite, finalement, un retour autour de la classe. Et puis après, il y aura d'autres choses qui seront plus personnelles, où c'est que l'élève va faire ses propres exercices, etc. Mais en général, il y a toujours un moment où on va avoir à la fin un bilan sur ce qu'on veut retenir de ce qu'on a fait. Et là encore, soit on peut mettre des automatismes à la fin. Les questions flash peuvent tout à fait arriver à la fin plutôt qu'au début. Ça dépendra en fait. Nous, ce qu'on a voulu proposer, en fait, c'est un maximum de choses pour que l'enseignant ait le plus de liberté possible. En fait, un manuel, pour moi, c'est un outil, c'est une boîte à outils. Et en fait, chacun, il prend ce qu'il a besoin au moment où il en a besoin. Voilà. Après, c'est vrai que un cadre pour l'élève avec une structure de séance, avec bien sûr, je commence, j'ai introduit. En fait, ils aiment bien les choses qui sont assez ritualisées, mais il ne faut pas non plus que ce soit toujours pareil. C'est pour ça qu'on a essayé aussi de faire varier les choses, de proposer des situations problèmes, des activités, des exercices, se dire que peut-être on va faire peut-être que 2 exercices aujourd'hui, parce qu'une séance d'1 heure d'exercice, ça va peut-être pas passer, faire une partie d'activité. D'alterner, c'est très important. Voilà. Un coup, on va aller travailler sur l'ordinateur. Un coup, on va manipuler. Ils ont besoin, en fait, de pouvoir modifier le centre de la séance, mais d'avoir une introduction et une fin plutôt cadrée avec soit des rituels d'entrée, soit de toute façon un rituel d'entrée qui peut être soit des automatismes, soit des mises au calme, des esprits, voilà, toutes ces choses-là qui vont être proposées aussi dans le livre professeur. Hein, il y a des petites propositions pour canaliser l'attention des élèves. Le corpus, ça dépendra en fait des objectifs que l'enseignant veut atteindre. Et donc, peut-être qu'il utilisera l'outil numérique ou pas, il utilisera peut-être une calculatrice ou un ordinateur, voilà. Et l'alternance est très important. Et en fait, la conclusion, c'est voilà, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi. Et revenir, il a dit qu'il a fait que du GeoGebra, on s'est peut-être un peu trompé. Mais si il a compris pourquoi dans la piscine, le tuyau, on le voit tordu, ah, c'est pas mal. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Petite victoire. En tout cas, merci beaucoup. Là, Oui. je pense que nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. C'est les enfants qui rentrent dans la maison. Merci à tous d'y avoir participé. Merci beaucoup pour avoir posé vos questions également. Merci Jessica pour cette présentation et pour tes réponses. De cette intervention. Et je vous rappelle donc que vous recevrez demain par mail un lien pour visionner le replay et il sera disponible également sur la chaîne YouTube d'Attente Technique. Alors n'hésitez pas à le partager avec vos collègues qui n'auraient pas pu assister à la présentation. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. Encore merci à tous. Merci Jessica. Un grand merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.